Les aberrations sexuelles. Sigmund Freud. Les aberrations sexuelles. Le fait de l'existence de besoins sexuels chez l'homme et l'animal s'exprime en biologie par l'hypothèse d'une pulsion sexuelle. En cela, nous procédons par analogie avec la pulsion nutritionnelle, la faim. La langue populaire n'a pas de désignation équivalente au mot faim, la science utilise libido pour cela. L'opinion populaire a des représentations très précises sur la nature et les propriétés de cette pulsion sexuelle. Elle ferait défaut à l'enfance, elle apparaîtrait au moment de la puberté et en rapport avec le processus de maturation qui s'y produit, elle s'extérioriserait dans les manifestations d'attraction irrépressible qu'un sexe exerce sur l'autre, et son but serait l'union sexuelle ou, du moins, les actions qui pointent dans cette direction. Mais nous avons de bonnes raisons de discerner dans ces indications un reflet ou une copie très infidèle de la réalité, et si nous y regardons de plus près, nous les voyons truffés d'erreurs, d'inexactitudes et de conclusions hâtives. Introduisons deux termes, nous appelons l'objet sexuel la personne d'où part l'attirance sexuelle, et le but sexuel l'action vers laquelle la pulsion se force. Si nous le faisons, l'expérience glanée scientifiquement nous montre l'existence de nombreuses déviations à la fois de l'objet sexuel et du but sexuel, déviations dont le rapport à la norme supposée demande une investigation approfondie. 1. Déviation par rapport à l'objet sexuel. La fable poétique de la partition de l'être humain en deux moitiés mâle et femelle qui aspirent à se retrouver amoureuses correspond à merveille à la théorie populaire de la pulsion sexuelle 3. C'est pourquoi on est très surpris d'apprendre qu'il existe sont des hommes dont l'objet sexuel n'est pas la femme, mais l'homme, et des femmes dont l'objet n'est pas l'homme, mais la femme. Ces personnes sont dites de sexe opposé ou, mieux, inversé, et au fait lui-même, l'investissement. Le nombre de ces personnes est très élevé, bien qu'il soit difficile de le savoir avec certitude. R. L'investissement. Conduite des investissements. Les personnes en question se comportent tout à fait différemment à différents égards. Ils peuvent être des inversions absolues, c'est-à-dire que leur objet sexuel doit être du même sexe, tandis que le sexe opposé n'est jamais l'objet d'un désir sexuel pour eux, mais les laisse froids et même les dégoûte. Dans le cas des hommes, cette répugnance les rend incapables d'accomplir l'acte sexuel normal, où ils n'en retirent aucun plaisir. B. Ils peuvent être des amphigènes inversés, hermaphrodites psychosexuels, c'est-à-dire que leur objet sexuel peut appartenir aussi bien à leur sexe qu'à l'autre, l'investissement n'a alors pas le caractère d'exclusivité. C. Ils peuvent être occasionnellement inversés, c'est-à-dire que dans certaines conditions externes, parmi lesquelles se distingue l'inaccessibilité de l'objet sexuel normal et l'imitation, ils peuvent prendre une personne du même sexe comme objet sexuel et ressentir de la satisfaction dans l'acte sexuel avec elle. Les invertis montrent également un comportement diversifié dans leur jugement sur la particularité de leur pulsion sexuelle. Certains considèrent l'investissement comme quelque chose de naturel, comme le normal considère l'orientation de leur libido, et ils défendent avec force leur égalité des droits vis-à-vis des normaux, d'autres se révoltent contre le fait de leur investissement et le ressentent comme une compulsion pathologique. D'autres variations concernent les relations temporelles. Le trait d'inversion a toujours existé chez l'individu, tant que sa mémoire atteint, où il n'est devenu perceptible qu'à un certain moment, avant ou après la puberté 6. Ce caractère peut se conserver toute la vie, ou il peut disparaître à un moment donné. Moment, ou représenter un épisode sur la voie d'un développement normal, et il peut même ne se manifester que plus tard dans la vie, après une longue période d'activité sexuelle normale. Une fluctuation périodique entre l'objet normal et l'objet inversé a également été observée. Les cas dans lesquels la libido est altérée dans le sens de l'inversion après une expérience douloureuse avec l'objet sexuel normal sont particulièrement intéressants. En général, ces différentes séries de variations coexistent indépendamment les unes des autres. Dans le cas de la forme la plus extrême, on peut peut-être régulièrement supposer que l'inversion a existé très tôt et que la personne se contente de sa particularité.
beaucoup d'auteurs refuseraient de réunir les cas recensés ici et préféreraient souligner les différences entre ces groupes plutôt que leurs points communs, étroitement liés à la manière dont ils envisagent l'investissement. Cependant, si justifiées que soient les séparations, on ne peut ignorer que tous les degrés intermédiaires se découvrent en nombre abondant, de sorte que l'établissement des séries s'impose d'une certaine manière par lui-même. Conception d'investissement. La première appréciation de l'investissement a consisté à le concevoir comme un signe inné de dégénérescence nerveuse, en accord avec le fait que les observateurs médicaux l'ont rencontré pour la première fois chez des malades nerveux ou chez des personnes produisant cette impression. Cette caractérisation contient deux notes qui doivent être jugées indépendamment, le caractère inné et la dégénérescence. Dégénérescence. La dégénérescence est ouverte aux objections que l'on élève, en général, contre l'emploi aveugle de ce mot. Il est devenu habituel d'attribuer à la dégénérescence tout type de manifestation pathologique qui n'est pas strictement d'origine traumatique ou infectieuse. La classification des dégénérés proposée par Magnan signifie que même une activité nerveuse avec une conformation générale optimale n'est pas nécessairement exclue de l'application de ce concept. Dans de telles circonstances, il convient de se demander quelle utilité et quel nouveau contenu le jugement, dégénérescence, possède-t-il en général. Il semble plus approprié de ne parler de dégénérescence que lorsque, il existe plusieurs écarts graves à la norme, 2, les performances et la capacité de survie semblent sérieusement altérées. 7. Plusieurs faits montrent que les invertis ne sont pas des dégénérés dans ce sens légitime du terme. 1. Nous trouvons l'investissement dans les personnes qui ne montrent aucun autre écart grave par rapport à la norme. 2. Nous le trouvons chez des personnes dont la capacité de performance n'est pas seulement altérée, mais qui ont un développement intellectuel et une culture éthique particulièrement élevée. 3. Si nous négligeons les patients qui nous apparaissent dans notre expérience médicale et essayons de couvrir un cercle plus large, dans deux directions nous nous heurtons à des faits qui interdisent de concevoir l'inversion comme un signe dégénératif. Il faut considérer que dans l'ancien peuple, en au plus fort de sa culture, l'investissement était un phénomène fréquent, presque une institution chargée de fonctions importantes. B. Nous la trouvons extraordinairement répandue chez de nombreux peuples sauvages et primitifs, tandis que le concept de dégénérescence est généralement limité à la haute civilisation, bloc, et même parmi les peuples civilisés d'Europe, le climat et la race exercent la plus grande influence sur la diffusion et la poursuite des investissements. Caractère inné. Comme il est logique, le caractère inné n'a été affirmé qu'à l'égard de la première classe d'invertis, la plus extrême, et certainement sur la base de l'affirmation de ces personnes au sens où à aucun moment de leur vie il n'est apparu en elles une autre orientation de la pulsion sexuelle. Déjà l'existence des deux autres classes, surtout la troisième les invertis, occasionnels, n'est guère compatible avec la conception d'un caractère inné. C'est pourquoi ceux qui soutiennent cette opinion sont enclins à séparer le groupe des invertis absolus de tous les autres, ce qui conduit à renoncer à une conception universellement valable de l'investissement. En conséquence, dans une série de cas, cela aurait un caractère inné, dans d'autres, il aurait pu naître différemment. À cette conception s'oppose celle qui affirme que l'inversion est un caractère acquis de la pulsion sexuelle. Il est basé sur les considérations suivantes. 1. Chez de nombreux invertis, même absolus, on peut retrouver une impression sexuelle qui les a touchés tôt dans leur vie et dont la séquelle durable a été l'inclination homosexuelle. 2. Dans beaucoup d'autres, il est possible d'indiquer les influences extérieures favorables et inhibantes qui ont conduit, plus tôt ou plus tard, à la fixation de l'investissement, traitement exclusif du même sexe, camaraderie de guerre, détention dans les prisons, danger du commerce hétérosexuel, célibat, insuffisance sexuelle, etc. 3. L'inversion peut être supprimée par suggestion hypnotique, ce qui serait étonnant si elle était innée. Vu sous cet angle, l'existence même d'un investissement inné peut être remise en cause. On objectera, Revlak Ellis 1915, qu'un examen plus précis des arguments invoqués en faveur de l'investissement inné mettrait probablement aussi en lumière une expérience de la première.
L'enfance qui a été déterminante pour l'orientation de la libido. Cette expérience n'aurait pas été conservée, simplement, dans la mémoire de la personne, mais il serait possible de la lui faire rappeler par l'infidélité appropriée. Selon ces auteurs, l'inversion ne pouvait être caractérisée que comme une variation fréquente de la pulsion sexuelle, qui peut être déterminée par un certain numérus de circonstances vitales extérieures. Cependant, la certitude qui semble avoir été ainsi acquise cesse par cette constatation contraire. Il est démontré que de nombreuses personnes sont soumises à ces mêmes influences sexuelles, même dans la prime jeunesse, séduction, onanisme mutuel, sans pour autant s'inverser ou restant durablement inversées telles. Ainsi, nous sommes amenés à cette conjecture, l'alternative inacquise est incomplète, ou ne couvre pas toutes les situations que pose l'investissement. Explication des cas l'investissement. L'hypothèse que l'investissement est inné n'explique pas sa nature, pas plus que l'hypothèse qu'il est acquis. Dans le premier cas, il faut indiquer ce qu'il y a d'inné en lui, sinon, on tomberait dans l'explication la plus grossière, à savoir qu'une personne apporte avec elle, de manière innée, le lien de la pulsion sexuelle avec un objet sexuel déterminé. Dans l'autre cas, il convient de se demander si les multiples influences accidentelles suffisent à expliquer l'acquisition sans la nécessaire sollicitation enlgegeant-commande de quelque chose qui existerait dans l'individu. D'après nos points précédents, il n'est pas permis de nier ce dernier facteur. La ressource à la bisexualité. De Lideston 1889. Kiernan 1888 et Chevalier 1893, une série d'idées qui contiennent un nouveau désaccord avec l'opinion populaire ont été utilisées pour expliquer la possibilité d'une inversion sexuelle. Pour cela, un être humain est mâle ou femelle. Mais la science connaît des cas dans lesquels les caractéristiques sexuelles apparaissent floues et il est donc difficile de déterminer le sexe, d'abord dans le domaine anatomique. Les organes génitaux de ces personnes rencontrent des caractères masculins et féminins, hermaphrodisme. Dans de rares cas, les deux types d'appareils sexuels coexistent pleinement développés, véritable hermaphrodisme, mais, dans la majorité, les deux sont atrophiés. Or, ce qu'il y a de remarquable dans ces anomalies, c'est qu'elles facilitent de façon inattendue la compréhension de la formation normale. En effet, un certain degré d'hermaphrodisme anatomique est la norme, chez aucun individu mâle ou femelle de conformation normale ne manque les traces de l'appareil de l'autre sexe, soit ils sont restés sans fonction, comme des organes rudimentaires, soit ils ont été modifiés pour assumer d'autres fonctions. La conception qui résulte de ces faits anatomiques connus de longue date est celle d'une disposition originellement bisexuelle qui, au cours du développement, est altérée jusqu'à atteindre la monosexualité avec des restes minimes du sexe atrophié. Il était suggestif de transférer cette conception au champ psychique et de comprendre l'inversion dans ses différentes variétés comme l'expression d'un hermaphrodisme psychique. Et pour trancher, il ne reste qu'une coïncidence régulière entre l'inversion et les signes psychiques et somatiques de l'hermaphrodisme. Seule cette attente évidente n'est pas satisfaite. Il n'est pas permis de concevoir des relations aussi étroites entre l'hybridité psychique supposée et l'hybridité anatomique vérifiable. On retrouve souvent chez les invertis une diminution de la pulsion sexuelle en général, Revlak Ellis 1915, et de légères atrophies anatomiques des organes. Souvent, mais pas régulièrement ou de manière dominante. Il faut donc reconnaître que l'inversion et l'hermaphrodisme somatique sont largement indépendants l'un de l'autre. Par ailleurs, une grande importance a été attachée au caractère sexuel dit secondaire et tertiaire et à leur présence fréquente chez les invertis. Là aussi, il y a beaucoup de vérité. Mais il n'est pas licite d'oublier que les caractères secondaires et tertiaires d'un sexe apparaissent très fréquemment chez l'autre. Dans de tels cas, ce sont des indices d'hybridité, mais cela ne signifie pas qu'il y ait un changement de l'objet sexuel dans le sens d'une inversion. L'hermaphrodisme psychique gagnerait en crédibilité si, avec le renversement de l'objet sexuel, au moins un glissement des autres propriétés psychiques, pulsions et traits de caractère s'opérait parallèlement, vers la variante propre à l'autre sexe. Mais un tel renversement de caractère ne se rencontre avec quelque régularité que chez les femmes inversées.
Chez l'homme, la virilité psychique la plus complète est compatible avec l'inversion. Pour préserver la thèse d'un hermaphrodisme psychique, il faut ajouter que ces extériorisations dans les différents domaines ne permettent d'individualiser que quelques-uns avec conditionnement réciproque. Il en est de même, d'ailleurs, pour hybridité somatique, selon Alban, 1903, aussi les atrophies d'organes particuliers et les caractères sexuels secondaires se produisent tout à fait indépendamment les uns des autres. La doctrine de la bisexualité a été formulée dans sa forme la plus crue par un porte-parole des invertis masculins, un cerveau féminin dans un corps masculin. Nous ne connaissons tout simplement pas les caractères de ce que serait un cerveau féminin. Substituer le problème psychologique au problème anatomique est aussi vain qu'injustifié. La tentative d'explication de Krafft-Ebing semble plus exactement conçue que celle d'Ulrich, mais au fond elle n'en diffère pas. Selon Krafft-Ebing en 1895 à p5, la disposition bisexuelle dote l'individu de centres cérébraux masculins et féminins ainsi que d'organes sexuels somatiques. Ces centres commencent à se développer au moment de la puberté, le plus souvent sous l'influence des glandes sexuelles, qui leur sont indépendantes dans leur disposition constitutionnelle. Mais à propos de ces centres, masculins et féminins, nous pouvons dire la même chose que nous affirmons à propos du prétendu cerveau masculin et féminin. En attendant, nous ne savons même pas s'il est légitime pour nous de supposer des emplacements cérébraux, centres, délimités pour des fonctions sexuelles telles que celles que nous connaissons, par exemple, pour le langage. Après ces éclaircissements, deux idées restent debout, une disposition bisexuelle intervient en quelque sorte dans l'inversion, seulement on ne sait pas en quoi elle consiste au-delà de la conformation anatomique. De plus, il existe des perturbations qui affectent la pulsion sexuelle dans son développement. Objet sexuel des invertis. La théorie de l'hermaphrodisme psychique suppose que l'objet sexuel des invertis est à l'opposé du normal. L'homme inversé succomberait, comme la femme, au charme qui émane des propriétés du corps et de l'âme virile, il se sentirait femme et chercherait l'homme. Mais si cela s'applique à toute une série d'invertis, c'est loin de dénoter un caractère universel de l'inversion. Il ne fait aucun doute qu'une grande partie des invertis masculins ont conservé le caractère psychique de la virilité, présentent relativement peu de caractères secondaires de l'autre sexe, et recherchent en réalité des traits psychiques féminins dans leur objet sexuel. Autrement, il serait incompréhensible que la prostitution masculine, qui aujourd'hui comme dans l'Antiquité est offerte aux invertis, copie les femmes dans toutes les extériorisations vestimentaires et vestimentaires. Dans le cas contraire, en effet, une telle imitation heurterait l'idéal des invertis. Chez les Grecs, où les hommes les plus virils étaient parmi les invertis, force est de constater que ce qui suscitait l'amour de l'homme pour le garçon n'était pas son caractère masculin, mais sa ressemblance physique avec la femme, ainsi que ses propriétés psychiques féminines, pusillanimité, timidité, besoin d'enseignement et d'aide. Dès que le garçon est devenu un homme, il a cessé d'être un objet sexuel pour l'homme et peut-être est-il lui-même devenu l'amant des garçons. Donc, dans ce cas comme dans beaucoup d'autres, l'objet sexuel n'est pas le même en termes de sexe, mais combine plutôt les caractéristiques des deux sexes, peut-être comme un compromis entre une motion qui aspire au non et une autre qui aspire à la femme. Toujours sous la condition de la virilité du corps, des organes génitaux, pour ainsi dire, le reflet de sa propre nature bisexuelle. Il est vrai que jusqu'ici la psychanalyse n'a pas fourni d'éclaircissement complet sur l'origine de l'inversion, cependant, elle a révélé le mécanisme psychique de sa genèse et enrichi substantiellement l'énoncé du problème. Dans tous les cas enquêtés, nous avons vérifié que les personnes inverties par la suite traversaient une phase de fixation très intense, mais aussi très brève, sur la femme, presque toujours sur la mère, dans les premières années de leur enfance, après quoi elles s'identifiaient à la femme et ils se prenaient comme objet sexuel, c'est-à-dire que par narcissisme ils cherchaient des hommes jeunes, et semblables à leur propre personne, qui devaient les aimer comme leur mère les avait aimés. De plus, très souvent on constate que les invertis présumés n'étaient nullement insensibles au charme de la femme, mais transposaient sur un objet masculin, sans interruption, l'excitation qu'elle leur provoquait. Ainsi, tout au long de leur vie, ils ont répété le mécanisme du
qui avait engendré leur investissement. Son aspiration compulsive vers l'homme apparaît conditionnée par sa fuite incessante de la femme. Dans l'édition de 1910, la note poursuit, il faut cependant garder à l'esprit que jusqu'à présent un seul type d'inverti a été soumis à la psychanalyse, les individus dont l'activité sexuelle a été généralement altérée, et son résidu se manifestant par un investissement. Le problème de l'inversion est extrêmement complexe et englobe de nombreux types différents d'activités et de développement sexuel. Une nette distinction conceptuelle doit être établie entre différents cas d'inversion selon que le caractère sexuel de l'objet ou celui du sujet a été inversé. La recherche psychanalytique s'oppose strictement à la tentative de séparer les homosexuels en tant qu'espèce humaine particulière. Dans la mesure où il étudie d'autres excitations sexuelles que celles qui se font connaître de façon manifeste, il sait que tous les hommes sont capables de choisir un objet du même sexe, et même l'ont consommé inconsciemment. D'autre part, les sentiments libidinaux en association avec des personnes du même sexe jouent un rôle non négligeable comme facteur de la vie sexuelle, et ce rôle est plus grand que celui de se diriger vers le sexe opposé comme moteur de contraction des névroses. La psychanalyse considère plutôt que l'origine à partir de laquelle il se développe plus tard, par restriction vers un côté ou vers l'autre, tant le type normal que le type inversé, c'est l'indépendance du choix de l'objet par rapport au sexe de ce dernier, la possibilité ouverte de disposer d'objets masculins et féminins, comme on peut l'observer dans l'enfance, dans les états primitifs et dans les temps préhistoriques. Au sens de la psychanalyse, donc, même l'intérêt sexuel exclusif de l'homme pour la femme n'est pas quelque chose d'évident, mais un problème qui nécessite une clarification, à propos duquel il est possible de supposer une attirance en arrière-plan de nature chimique. Le comportement sexuel définitif n'est décidé qu'après la puberté, et il est le résultat d'une série de facteurs que nous ne pouvons pas encore englober dans leur ensemble, et de nature en partie constitutionnelle, en partie accidentelle, soit dit en passant, certains de ces facteurs peuvent atteindre une très grande force, en vertu de laquelle ils gravitent sur le résultat, mais, en général, la multiplicité des déterminants se reflète dans la diversité des résultats du comportement sexuel manifeste des êtres humains. Dans tous les types d'inversion, il est possible de vérifier la objet sexuel. Cependant, une connaissance plus circonstancielle pourrait également révéler l'existence d'une plus grande variété ici. Prédominance de constitutions archaïques et de mécanismes psychiques primitifs. La validité du choix d'objets miniles et le maintien de l'importance érotique de la zone anale apparaissent comme ses caractéristiques les plus essentielles. Mais rien n'est gagné si, sur la base de ces propriétés constitutionnelles, les types d'investissement les plus extrêmes sont séparés des autres. Ce que nous pensons y trouver comme fondement suffisant se retrouve aussi, mais à un moindre degré, dans la constitution des types transitionnels et des types phénotypiquement normaux. Autant les différences de résultats peuvent être de nature qualitative, autant l'analyse montre que les différences de conditions ne sont que quantitatives. Parmi les influences accidentelles sur le choix d'objets, nous avons trouvé la frustration, crainte sexuelle précoce, remarquable, et nous avons également noté que la présence des deux membres du couple parental joue un rôle important. L'absence d'un père fort dans l'enfance favorise souvent l'investissement. Enfin, il est licite d'exiger que l'inversion de l'objet sexuel soit séparée, sur le plan conceptuel, du mélange des caractères sexuels au sein d'un sujet. Une certaine indépendance est également indéniable dans cette relation. Ferenczi, 1914, a présenté un certain nombre de points de vue importants sur le problème de l'investissement. Il reproche, à juste titre, que sous le nom d'homosexualité, qu'il propose de substituer à celui plus approprié d'homoérotisme, se confondent nombre d'états très divers, de valeurs inégales tant organiquement que psychologiquement. Il demande qu'une distinction claire soit faite au moins entre ces deux types, l'homoéroco en termes de sujet, qui se sent femme et se comporte comme tel, et l'homoéroco en termes d'objet, qui est entièrement masculin et a fait rien de plus qu'échanger l'objet féminin par un du même sexe. Il reconnaît les premiers comme de véritables intermédiaires sexuels, au sens de Magnus Hirschfeld, et ces derniers, il les caractérise moins heureusement de névrosés obsessionnels.
C'est seulement dans le cas de l'homoérotique vis-à-vis de l'objet qu'il peut y avoir une rébellion contre la tendance à l'inversion, ainsi que la possibilité d'une influence psychique. Thérapie. Même en admettant ces deux types, il est légitime d'ajouter que chez beaucoup de gens on trouve, mêlé, un certain degré d'homoérotisme par rapport au sujet avec une part d'homoérotisme par rapport à l'objet. Ces dernières années, les travaux menés par des biologistes, notamment par Eugene Steinach, ont mis en lumière les conditions organiques de l'homoérotisme et celles des caractères sexuels. Grâce à l'expérience de castration d'individus appartenant à diverses espèces de mammifères, suivie d'implantation de glandes hormonales de l'autre sexe, il a été possible de transformer des mâles en femelles et vice-versa. Le déménagement a affecté plus ou moins complètement les caractéristiques sexuelles somatiques et le comportement psychosexuel, c'est-à-dire l'érotisme vis-à-vis du sujet et vis-à-vis de l'objet. Cette vertu déterminante du sexe était considérée comme portée non pas par les glandes hormonales elles-mêmes, qui produisent les cellules reproductrices, mais par le tissu dit interstitiel de l'organe, les glandes pubertaires. Dans un cas, ce renversement sexuel a été obtenu chez un homme qui avait perdu ses testicules à la suite d'une tuberculose. Il s'était comporté comme un homosexuel féminin passif et affichait des caractères objectifs sexuels des invertis. Il est important de rappeler un fait, en aucun cas on ne peut parler d'un seul but sexuel en cas d'inversion. Chez les hommes, commerce par atome et investissement ne coïncidant pas totalement, la masturbation est tout aussi souvent le but exclusif, et les restrictions du but sexuel jusqu'au simple dégagement affectif sont encore plus fréquentes ici que dans l'amour hétérosexuel. Chez les femmes inversées, il existe également de multiples objectifs sexuels, parmi celles-ci, le contact avec la muqueuse buccale semble privilégié. Conclusion. Il est vrai que la matière présentée jusqu'ici ne permet pas d'éclairer de manière satisfaisante la genèse de l'investissement. Cependant, nous pouvons affirmer que cette enquête nous a permis de comprendre quelque chose qui peut s'avérer plus important pour nous que la solution de la tâche indiquée. Nous nous sommes arrêtés à l'esprit que nous concevions le lien entre la pulsion sexuelle et l'objet sexuel trop étroit. L'expérience recueillie auprès des cas considérés comme anormaux nous apprend qu'il n'y a qu'une soudure entre la pulsion sexuelle et l'objet sexuel, que nous risquions de ne pas voir en raison de la correspondance régulière du tableau normal, où la pulsion semble apporter le objet avec elle. Cela nous prescrit de desserrer, dans notre conception, les liens entre la pulsion et l'objet. Probablement, la pulsion sexuelle est au départ indépendante de son objet, et elle ne doit pas non plus sa genèse au charme de ses pulsions sexuelles secondaires de nature féminine, très marquées, absence de cheveux et de barbe, formations adipeuses sur les seins et les hanches après l'implantation d'un testicule ectopique d'un autre nom, il a commencé à se comporter de manière masculine et à diriger sa libido de manière normale vers les femmes. Dans le même temps, les caractères somatiques féminins ont disparu. Il serait injustifié de prétendre que ces magnifiques expériences ont replacé la doctrine de l'homosexualité sur de nouvelles bases, tout comme il serait téméraire de s'attendre à ce qu'elle ouvre une voie directe vers la guérison universelle de l'homosexualité. Fliess a souligné à juste titre que de telles expériences ne sapent pas la doctrine de la disposition bisexuelle universelle des animaux supérieurs. Il me semble plus probable que d'autres enquêtes de ce type fourniront une confirmation directe de l'hypothèse de la bisexualité. Les cas inversés dans lesquels des personnes génétiquement immatures sont choisies comme objets sexuels sont présentés à l'observateur comme une collectivité d'individus peut-être autrement précieux. Enfants, semblent à première vue être des aberrations individuelles. Ce n'est qu'exceptionnellement que les enfants sont des objets sexuels exclusifs, ils en viennent presque toujours à jouer ce rôle lorsqu'un individu lâche et impuissant se procure un tel substitut ou lorsqu'une pulsion urgente, qui n'admet pas de retard, ne peut pas s'approprier un objet plus approprié sur le moment. Quoi qu'il en soit, le fait qu'elle admette une si grande variation et une telle réduction de son objet, la fin, s'accrochant beaucoup plus énergiquement à son objet, ne l'admettrait qu'à la limite, éclaire la nature de la pulsion sexuelle.
Une observation similaire est valable pour le commerce sexuel avec des animaux, assez courant chez les paysans, et dans lequel l'attirance sexuelle semble franchir la barrière des espèces. Pour des raisons esthétiques, on aimerait attribuer ces déviations graves de la pulsion sexuelle à la folie. Mais ce n'est pas correct. L'expérience enseigne qu'on n'observe pas chez les aliénés de troubles de la pulsion sexuelle différents de ceux que l'on trouve chez les personnes saines, dans les races et dans des États entiers. Ainsi, les abus sexuels contre les enfants se produisent avec une fréquence inquiétante chez les enseignants et les éducateurs, simplement parce qu'on leur offre la meilleure possibilité de le faire. Les aliénés présentent l'écart correspondant seulement augmenté, peut-être, ou, ce qui est particulièrement important, élevé au rang de pratique exclusive et en remplacement de la satisfaction sexuelle normale. Il est déconcertant de penser à cette distribution étonnante des variations sexuelles dans la gradation qui va de la santé mentale à la maladie mentale. Je penserais que ce fait, qui reste à expliquer, indiquerait que les mouvements de la vie sexuelle sont parmi les moins dominés par les activités supérieures de l'âme, même chez les personnes normales. D'après mon expérience, quelqu'un qui est mentalement anormal dans un autre aspect, par exemple socialement ou éthiquement, est aussi régulièrement anormal dans sa vie sexuelle. Mais il y en a beaucoup qui sont anormaux dans leur vie sexuelle, malgré quoi dans tous les autres domaines ils répondent à la norme et ont personnellement parcouru le développement de la culture humaine, dont le point le plus faible reste la sexualité. Or, comme résultat plus général de ces élucidations, nous tirerions ceci, sous un grand nombre de conditions, et dans un nombre étonnamment grand de individus, la classe et la valeur de l'objet sexuel passent au second plan. Quelque chose d'autre est essentiel et constant dans la pulsion sexuelle. 2. Déviation du but sexuel. L'union des organes génitaux est considérée comme le but sexuel normal dans l'acte désigné comme coïté et qui conduit au soulagement de la tension sexuelle et à l'extinction temporaire de la pulsion sexuelle, satisfaction analogue à la satiété dans le cas de la faim. Cependant, déjà dans l'acte sexuel le plus normal, les contours de ce qui, s'il est pleinement développé, conduisent aux aberrations qualifiées de perversion sont annoncés. En effet, certains modes intermédiaires de relation à l'objet sexuel, étapes sur le chemin du coïté, comme le toucher et le regarder, sont reconnus comme des buts sexuels préliminaires. D'une part, ces pratiques sont porteuses d'un plaisir en elles-mêmes, d'autre part, ils augmentent l'excitation qui doit être maintenue jusqu'à ce que le but sexuel final soit atteint. De plus, l'un de ces contacts, celui des deux muqueuses labiales, s'est vu attribuer chez de nombreux peuples, y compris ceux de la plus haute civilisation, une valeur sexuelle élevée, même si les parties du corps intervenantes n'appartiennent pas à l'appareil mais plutôt constituent l'entrée du tube digestif. Cela nous offre donc des aspects qui lient les perversions à la vie sexuelle normale, applicables même à leur classification. Les perversions sont, soit, a, des transgressions anatomiques concernant les zones du corps destinées à l'union sexuelle, soit b, des retards dans les relations intermédiaires avec l'objet sexuel, relations qui sont normalement parcourues rapidement comme des jalons sur la route du but sexuel définitif. A. Violations anatomiques. Surestimation de l'objet sexuel. L'estime psychique à laquelle l'objet sexuel est fait participer comme but désiré de la pulsion sexuelle ne se limite que dans les cas les plus rares à ses organes génitaux. Au contraire, il englobe tout son corps étant à inclure toutes les sensations qui proviennent de l'objet sexuel. La même surestimation rayonne dans le champ psychique et se manifeste par un aveuglement logique, faiblesse de jugement, à l'égard des produits psychiques et des perfections de l'objet sexuel. Et aussi comme obéissance crédule au jugement qui procède de celle-ci. La crédulité de l'amour devient ainsi une source importante, sinon la source originelle d'autorité R. Eh bien, cette surestimation sexuelle est ce qui tolère à peine la restriction du but sexuel à l'union des organes génitaux proprement dits et contribue à élever les corvées liées aux autres parties du corps au statut de but sexuel.
L'importance de ce facteur de surestimation sexuelle s'étudie le mieux chez l'homme, dont la vie amoureuse est la seule devenue accessible à la recherche, tandis que celle de la femme reste plongée dans une obscurité encore impénétrable, en partie à cause de l'atrophie culturelle, mais en partie aussi à cause de la réserve conventionnelle et du manque de sincérité des femmes. 15. Je ne peux m'empêcher de rappeler à ce propos l'obéissance crédule de l'hypnotisé à son hypnotiseur, qui me fait soupçonner que l'essence de l'hypnose doit se situer dans la fixation inconsciente de la libido sur la personne de l'hypnotiseur, au moyen de les composantes masochistes de la pulsion sexuelle. Ajouté en 1910, émoticône heureux, Ferenczi a lié ce caractère de suggestibilité à la fin de stimulation, invoqué par Hoche et Bloch pour expliquer le transfert de l'intérêt sexuel à d'autres parties du corps que les organes génitaux. Cela ne me semble pas valoir la peine l'importance qu'ils vous accordent. Les différentes voies par lesquelles la libido migre se comportent dès le début entre elles comme des vases communicants, et il faut tenir compte du phénomène de courant collatéral. Usage sexuel des muqueuses des lèvres et de la bouche. L'utilisation de la bouche comme organe sexuel est considérée comme une perversion lorsque les lèvres, langue, d'une personne entrent en contact avec les organes génitaux de l'autre, mais pas lorsque les deux mettent en contact leur muqueuse labiale. Dans cette dernière exception réside le noïge avec la normale. Quiconque, les considérant comme des perversions, abhorre les autres pratiques, habituelles sans doute depuis les temps originels de l'humanité, cède à un net sentiment de dégoût qui le protège d'accepter un tel but sexuel. Cependant, les limites de ce dégoût sont souvent purement conventionnelles. Celui qui embrasse les lèvres d'une belle fille avec onction pourrait utiliser sa brosse à dents avec dégoût, même s'il n'a aucune raison de supposer que sa propre cavité buccale, qui ne lui cause pas de dégoût, est plus propre que celle de la fille. Ce facteur de dégoût l'empêche la voie de la surestimation libidineuse de l'objet sexuel, mais à son tour elle peut être surmontée par la libido. Dans le dégoût on voudrait discerner une des puissances qui ont produit la restriction du but sexuel. Il s'arrête, en règle générale, aux organes génitaux, mais il ne fait aucun doute que les organes génitaux de l'autre sexe, en eux-mêmes, peuvent aussi constituer un objet de dégoût, et ce comportement est une des caractéristiques des hystériques, surtout des femmes. La force de la pulsion sexuelle aime s'affirmer en surmontant ce dégoût. Utilisation sexuelle de l'orifice anal. En ce qui concerne l'usage de l'anus, il est reconnu encore plus clairement que dans le cas précédent que c'est le dégoût qui met le cachet de la perversion sur ce but sexuel. Mais ne m'impute pas de partisanerie si j'observe que le fait que cette partie du corps sert à l'excrétion et entre en contact avec ce qui se dégoûte lui-même, les excréments, n'est pas, à la base du dégoût, beaucoup plus probant que celui allégué par les filles hystériques pour expliquer leur dégoût envers les organes génitaux masculins, qui servent à uriner. Le rôle sexuel de la muqueuse anale ne se limite nullement au commerce entre hommes, la prédilection pour lui n'est pas non plus caractéristique de la sensibilité des invertis. Au contraire, il semble que la pédicatio de l'homme doive son rôle à l'analogie avec l'acte dans le cas de la femme, tandis que la masturbation réciproque est le but sexuel qui apparaît majoritairement dans le commerce des invertis. Importance des autres endroits du corps. Le débordement sexuel vers d'autres endroits du corps, avec toutes ses variantes, n'offre rien de nouveau en principe, rien n'ajoute à la connaissance de la pulsion sexuelle, qui en cela ne fait que proclamer sa finalité de saisir l'objet sexuel dans toutes ses dimensions. Mais dans les transgressions anatomiques, avec la surestimation sexuelle, un autre facteur étranger à la connaissance populaire est annoncé. Certains endroits du corps, tels que les muqueuses buccales et anales, qui reviennent sans cesse dans ces pratiques, soulèvent la prétention, pour ainsi dire, d'être considérés et traités comme des organes génitaux eux-mêmes. Nous apprendrons que cette affirmation est justifiée par le développement de la pulsion sexuelle et satisfaite dans la symptomatologie de certains états pathologiques. Substitut inapproprié de l'objet sexuel. Fétiche. Un aspect tout à fait particulier est offert par les cas où l'objet sexuel normal est remplacé par un autre qui lui est apparenté, mais totalement inapproprié pour servir le but sexuel normal. En vue d'une classification, il aurait mieux valu que nous mentionnions ce groupe extrêmement intéressant d'aberrations de la pulsion sexuelle, déjà en parlant des déviations par rapport à l'objet sexuel.
Mais nous l'avons reporté jusqu'à ce que nous prenions conscience du facteur de surestimation sexuelle, dont dépendent ces phénomènes, qui conduisent à un abandon du but sexuel. Le substitut de l'objet sexuel est, en général, une partie du corps peu adaptée à un usage sexuel, le pied, les cheveux, ou un objet inanimé qui entretient une relation démontrable avec la personne sexuelle, de préférence avec son sexualité, vêtements, sous-vêtements. Non sans succès, ce substitut a été comparé au fétiche dans lequel le sauvage voit son dieu s'incarner. Les cas où une condition fétichiste est requise de l'objet sexuel pour atteindre le but sexuel, certaines couleurs de cheveux, certains vêtements, voire des défauts physiques, constituent la transition vers des cas de fétichisme dans lesquels un but sexuel normal est renié ou pervers. Aucune autre variante de la pulsion sexuelle qui confine au pathologique n'a retenu notre attention autant que celle-là, en raison des phénomènes étranges auxquels elle donne lieu. Un préalable dans tous les cas semble être un certain abaissement de la pouge vers le but sexuel normal, faiblesse exécutive de l'appareil sexuel. Surestimation de l'objet sexuel, ce qui est psychologiquement nécessaire, il est inévitable qu'elle envahisse tout ce qui se rattache à l'objet par association. Par conséquent, un certain degré de ce type de fétichisme appartient régulièrement à l'amour normal, en particulier dans les étapes de tombée amoureux dans lesquelles le but sexuel normal est inaccessible ou sa réalisation semble retardée. Donne-moi un mouchoir de son sein, une jarretière pour l'amour que je ressens. Le cas pathologique ne survient que lorsque l'aspiration au fétiche se fixe, dépassant la condition mentionnée, et remplace le but sexuel normal, et aussi, lorsque le fétiche se détache de cette personne déterminée et devient lui-même un objet sexuel. Ce sont les conditions générales pour que de simples variations de la pulsion sexuelle deviennent des déviations pathologiques. Dans le choix du fétiche, se manifeste l'influence persistante d'une impression sexuelle presque toujours reçue dans la petite enfance. Binet 1888 fut le premier à l'affirmer et elle fut ensuite abondamment documentée. Cela peut être comparé à la survie proverbiale du premier amour chez les gens normaux, on revient toujours à ses premiers amours. Une telle dérivation est particulièrement claire dans les cas qui présentent un simple conditionnement fétichiste de l'objet sexuel. Nous retrouverons ailleurs la signification des premières impressions sexuelles. Dans d'autres cas, c'est une connexion symbolique de pensée, la plupart du temps non consciente pour l'individu, qui a conduit à la substitution de l'objet au fétiche. Les chemins de ces liaisons ne peuvent pas toujours être indiqués avec certitude. Le pied est un symbole sexuel archaïque, déjà dans le mythe. La peau astérisque doit sans doute son rôle fétiche à l'association avec la formation poilue du mons Veneris. Ce symbolisme ne semble pas non plus toujours indépendant des expériences sexuelles de l'enfance. Émergence de nouvelles finalités. Toutes les conditions externes et internes qui rendent difficile l'atteinte du but sexuel normal ou le repoussent, impuissance, prise élevée de l'objet sexuel, danger de l'acte sexuel, renforcent, comme il est logique que cela se produise, la propension à le retard dans les actes préliminaires en constitue déjà de nouveaux buts sexuels qui peuvent se substituer aux buts normaux. Un examen plus approfondi montre toujours que ces nouveaux buts, même les plus étranges en apparence, sont déjà esquissés dans l'acte sexuel normal. Toucher et regarder. Au moins pour les êtres humains, un certain degré d'utilisation du toucher semble indispensable pour atteindre le but sexuel normal. Il est également universellement connu quelle source de plaisir, d'une part, et quelle poussée d'excitation nouvelle, d'autre part, sont obtenues des sensations de contact avec la peau de l'objet sexuel. Donc, retarder le toucher, tant que l'acte sexuel se poursuit, ne peut guère être compté parmi les perversions. Quelque chose de semblable se produit avec le regard, dérivé en dernière analyse du toucher. L'impression optique continue d'être la voie la plus fréquente par laquelle l'excitation libidinale est suscitée. Et la sélection naturelle repose sur la traversabilité de cette voie, si cette approche téléologique est permise, dans la mesure où elle fait évoluer l'objet sexuel dans le sens de la beauté. La dissimulation du corps, qui progresse avec la culture humaine, maintient en éveil la curiosité sexuelle qui aspire à compléter l'objet sexuel en révélant les parties cachées.
Cependant, il peut être détourné, sublimé, dans le domaine de l'art, si l'on peut détourner son intérêt des organes génitaux vers la forme du corps dans son ensemble. La plupart des gens normaux s'attardent dans une certaine mesure à cet objectif intermédiaire d'apparence sexuellement teintée. Et cela leur donne même la possibilité d'orienter une certaine part de leur libido vers des buts artistiques supérieurs. Au contraire, le plaisir de voir devient une perversion quand a. Il se limite exclusivement aux organes génitaux, b. Rejoint le dépassement du dégoût voyeur, celui qui regarde l'autre dans ses fonctions d'excrétion, ou c. Supplante Verdrangen le but sexuel normal, au lieu de servir de préliminaire. Ce dernier cas est, nettement, celui des exhibitionnistes, qui, si je puis en déduire après de nombreuses analyses, dans la perversion dont l'aspiration consiste à regarder et à être regardé, un trait étonnant se fait jour, qu'il nous faudra traiter plus intensément du fait de l'aberration qui s'ensuit, à savoir, le but sexuel se présente dans une double configuration, active et passive. La puissance qui s'oppose au plaisir de voir et qui, si nécessaire, est supprimée par lui, comme cela s'est produit dans le cas précédent avec le dégoût, est la honte. Sadisme et masochisme. La tendance à faire souffrir l'objet sexuel et sa contrepartie, la plus fréquente et la plus importante de toutes les perversions, a été baptisée par Krafft Ebing sous ces deux formes, l'active et la passive, comme sadisme et masochisme, passif. D'autres auteurs par exemple, Schrank-Notzing, 1899, préfèrent la désignation plus stricte d'algolania, qui met l'accent sur le plaisir de la douleur, la cruauté, tandis que les noms choisis par Krafft Ebing mettent en avant le plaisir de toute forme d'humiliation et d'assujettissement. Il est facile de rechercher chez les gens normaux les racines de l'algolanie active, du sadisme. La sexualité de la plupart des hommes présente une composante d'agressivité, une tendance à maîtriser, dont la valeur biologique peut résider dans la nécessité de surmonter la résistance de l'objet sexuel d'une autre manière également, pas seulement par des actes de séduction. Le sadisme répondrait alors à une composante agressive de la pulsion sexuelle, composante devenue autonome, exagérée, élevée par déplacement décentré au rôle principal. Dans le langage courant, la notion de sadisme va d'une attitude simplement active, voire violente, envers l'objet sexuel, à la soumission et au mauvais traitement qui lui sont infligés. Cette dernière comme condition exclusive de satisfaction. Au sens strict, seul ce second cas extrême mérite le nom de perversion. De même, l'appellation « masochisme » recouvre toutes les attitudes passives à l'égard de la vie et de l'objet sexuel, dont la plus extrême est le conditionnement de la satisfaction au fait de subir une douleur physique ou mentale infligée par l'objet sexuel. En tant que perversion, le masochisme semble s'éloigner davantage du but sexuel normal que son homologue. En premier lieu, on peut douter qu'il n'apparaisse jamais principalement, peut-être n'a-t-il, régulièrement, par transformation du sadisme. On reconnaît souvent que le masochisme n'est rien d'autre qu'un prolongement du sadisme tourné vers sa propre personne, qui fait d'abord office d'objet sexuel. L'analyse clinique des cas extrêmes de perversion masochiste nous fait voir la coopération d'une vaste série de facteurs qui exagèrent et fixent l'attitude sexuelle passive originelle, complexe de castration, mauvaise conscience. La douleur ainsi surmontée s'aligne sur le dégoût et la honte, qui opposent la libido comme des résistances. Le sadisme et le masochisme occupent une place particulière parmi les perversions, puisque l'opposition entre activité et passivité qui est à leur base appartient aux caractéristiques universelles de la vie sexuelle. L'histoire de la culture humaine nous enseigne, sans aucun doute, que la cruauté et la pulsion sexuelle vont de pair de la manière la plus étroite. Pour clarifier ce lien, il n'est cependant pas allé au-delà d'insister sur la composante agressive de la libido. Selon certains auteurs, cette agressivité mêlée à la pulsion sexuelle est en réalité un reliquat d'appétit cannibale, ce serait donc une coparticipation de l'appareil de saisie, qui sert à la satisfaction de l'autre grand besoin, ontogénétiquement plus ancien. A également soutenu que toute douleur contient, en soi, la possibilité d'une sensation agréable.
Nous nous contenterons ici de signaler une impression, l'élucidation de ces perversions n'a en rien été satisfaisante, et il est possible que diverses aspirations psychiques se rejoignent dans un même effet. Or, la propriété la plus frappante de cette perversion est que sa forme active et sa forme passive se retrouvent le plus souvent ensemble chez la même personne. Celui qui éprouve du plaisir à causer de la douleur à autrui dans une relation sexuelle est également capable d'apprécier la douleur qui découle des relations sexuelles comme un plaisir. Un sadique est toujours aussi un masochiste en même temps, bien que l'un des deux aspects de la perversion, le passif ou l'actif, ait pu s'être développé plus fortement en lui et constituer sa pratique sexuelle dominante. Ainsi, on voit que certaines des inclinations perverses sont régulièrement présentées comme des paires d'opposés, ce qui, par référence à des éléments qui seront fournis plus tard, peut avoir une grande signification théorique. Il est également éclairant que l'existence de la paire d'opposés sadisme-masochisme ne puisse pas simplement être dérivée de l'interférence d'une composante agressive. Au contraire, on serait tenté de mettre en relation la présence simultanée de ces contraires avec l'opposition du masculin et du féminin, conjuguée dans la bisexualité. La psychanalyse se trouve souvent contrainte de remplacer cette dernière opposition par celle qui médiatise l'actif et le passif. 3. Considération générale sur toutes les perversions. Variations et maladies. Les médecins qui les premiers étudièrent les perversions dans des cas bien accusés et dans des circonstances particulières étaient naturellement enclins à leur attribuer le caractère de signes pathologiques ou dégénératifs, comme ils le firent à l'égard de l'inversion. Cependant, dans le cas présent, il est plus facile de rejeter ce point de vue. L'expérience quotidienne a montré que la plupart de ces transgressions, même les moins gênantes d'entre elles, sont un ingrédient de la vie sexuelle qui manque rarement aux personnes saines, qui les jugent comme toute autre intimité. Si les circonstances le favorisent, la personne normale peut aussi remplacer le but sexuel normal pendant toute une période par une perversion de ce genre ou lui faire une place à côté. Aucune personne saine ne manquera d'un complément au but sexuel normal que l'on pourrait qualifier de pervers, et cette universalité suffit à elle seule à montrer combien il est inapproprié d'utiliser le nom de perversion avec désapprobation. Dans le domaine de la vie sexuelle, justement, on rencontre des difficultés particulières, vraiment insolubles pour l'instant, si l'on veut tracer une limite nette entre ce qui n'est qu'une variation dans l'amplitude physiologique et les symptômes pathologiques. Quoi qu'il en soit, dans nombre de ces perversions, la qualité du nouveau but sexuel est telle qu'elle requiert une appréciation particulière. Certaines d'entre elles sont si éloignées de la normale par leur contenu qu'on ne peut s'empêcher de les déclarer pathologiques, notamment celles où la pulsion sexuelle accomplit des opérations étonnantes, lécher les excréments, abuser des cadavres, surmontant les résistances, honte, dégoût, horreur, douleur. Mais même dans ces cas, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il ait régulièrement affaire à des personnes atteintes d'autres anomalies graves ou de maladies mentales. Ici aussi, il n'est pas possible d'ignorer le fait que les personnes qui, à tous autres égards, ont une conduite normale prétendent n'être malades que dans le domaine de la vie sexuelle, sous la domination de la plus indomptable des pulsions. En revanche, une anomalie manifeste dans d'autres relations vitales montre invariablement un arrière-plan de comportement sexuel anormal. Dans la plupart des cas, on peut trouver un caractère pathologique dans la perversion, non pas à cause du contenu du nouveau but sexuel, mais à cause de sa proportion par rapport à la normale. Si la perversion n'apparaît pas avec la normale but et objet sexuel, lorsque des circonstances favorables le favorisent et d'autres défavorables empêchent le normal, mais supplantent Verdrangen et remplacent le normal en toutes circonstances, nous estimons presque toujours légitime de le juger comme un symptôme pathologique. On voit donc celle-ci dans l'exclusivité et dans la fixation de la perversion. La contribution de l'humeur dans les perversions. C'est peut-être précisément dans les perversions les plus horribles qu'il faut admettre la contribution psychique la plus vaste à la transmutation de la pulsion sexuelle. Voilà un travail mental dont on ne saurait dénier, malgré son horrible résultat, la valeur d'une idéalisation de la pulsion. Nulle part peut-être la toute-puissance de l'amour ne s'expose-t-elle avec plus de force que dans ces détours qui lui sont propres.
dans la sexualité, le plus sublime et le plus infâme apparaissent partout dans une intime dépendance, du ciel, à travers le monde, jusqu'en enfer. Deux résultats. L'étude des perversions nous a fourni cette compréhension, la pulsion sexuelle doit lutter contre certains pouvoirs psychiques comme résistance, parmi eux, la honte et le dégoût ressortent le plus clairement. Il est légitime de conjecturer que ces pouvoirs ont contribué à circonscrire la pulsion à l'intérieur de frontières considérées comme normales, et que s'ils se sont développés précocement chez l'individu, avant que la pulsion sexuelle n'atteigne sa pleine force, ce sont précisément eux qui ont donné le sens de son développement. Point B. I. Nous avons également observé que certaines des perversions étudiées ne pouvaient être comprises que par la combinaison de plusieurs raisons. S'ils admettent une analyse, une décomposition, ils doivent être de nature composite. On peut donc conjecturer que peut-être la pulsion sexuelle n'est pas quelque chose de simple, mais consiste en des composants qui se séparent à nouveau dans les perversions. La clinique nous aurait ainsi révélé l'existence de fusions qui ne se révèlent pas comme telles dans un comportement uniforme normal. 17. 4. La pulsion sexuelle chez les névrosés. La psychanalyse. Une contribution importante à la connaissance de la pulsion sexuelle chez les personnes au moins proches de la normalité est obtenue à partir d'une source disponible de manière unique et spéciale. Pour obtenir des informations exhaustives et précises sur la vie sexuelle des soi-disant psychonévrosés, ceux qui souffrent d'hystérie, de névrose obsessionnelle, de la faussement appelée neurasthénie, certainement aussi de mania praecox et de paranoïa, 38, il n'y a qu'un moyen, les soumettre à l'exploration psychanalytique, qui est utilisée par la procédure thérapeutique introduite par Joseph Breuer et moi-même en 1893, et alors appelée cathartique. Je dois anticiper, en répétant ce que j'ai dit dans d'autres publications, que ces psychonévroses, d'après mes expériences, reposent sur des forces pulsionnelles de nature sexuelle. Je ne veux pas dire par là que l'énergie de la pulsion sexuelle apporte une simple contribution aux forces qui entretiennent les phénomènes pathologiques, symptômes, mais j'affirme plutôt expressément que cette participation est la seule source d'énergie constante des névroses, et la plus importante, donc. Que la vie sexuelle des personnes atteintes s'extériorise exclusivement, ou majoritairement, ou seulement partiellement, dans ces symptômes. Comme je l'ai exprimé dans une autre pièce 30, les symptômes sont la pratique sexuelle des malades. La preuve de cette affirmation m'a été fournie par un nombre croissant de psychanalystes d'hystériques et autres névrosés, que je mène depuis 25 ans. Années, dont j'ai expliqué ailleurs les résultats en détail, et je continuerai à le faire. La psychanalyse élimine les symptômes des hystériques sous la prémisse qu'ils sont le substitut, la transcription, pour ainsi dire, d'une série de processus psychiques investis d'affection, de désirs et d'aspirations, qui en vertu d'un processus psychique particulier, le refoulement, ont été accès refusés, frustrés, à leur traitement dans une activité psychique sensible à la conscience. Et puis, ces formations de pensée reléguées à l'état des inconscients aspirent à une expression proportionnée à leur valeur affective, à une décharge, et dans le cas de l'hystérie, elles la trouvent dans le processus de conversion en phénomène somatique, précisément, symptômes hystériques. Or, suivant certaines règles, à l'aide d'une technique particulière, il est possible de retransformer les symptômes en représentations devenues conscientes, investies d'affect, et ainsi l'enquête la plus exacte sur la nature et la lignée de ces formations psychiques autrefois inconscientes est réalisée. Résultat obtenu par la psychanalyse. On découvrit ainsi que les symptômes se substituaient aux aspirations qui puisaient leur force à la source de la pulsion sexuelle. Elles s'accordent parfaitement avec ce que nous savons du caractère des hystériques, nous les prenons pour modèle pour tous les psychonévrosés, avant de contracter leur maladie, et des occasions de celle-ci. Le caractère hystérique permet d'individualiser un quota de refoulement sexuel qui dépasse de loin la mesure normale, une augmentation de la résistance à la pulsion sexuelle, résistance que nous appelons honte, dégoût et moralité, une sorte de fuite instinctive de tout examen intellectuel du problème sexuel, qui dans les cas les plus prononcés a pour conséquence de maintenir une ignorance sexuelle totale même après avoir atteint la maturité reproductive.
Ce trait de caractère, essentiel dans l'hystérie, est souvent masqué à l'observation superficielle par la présence du second facteur constitutionnel de l'hystérie, la manifestation hyperpuissante Ubermachtie de la pulsion sexuelle. Seule l'analyse psychologique sait le découvrir dans tous les cas et résoudre le caractère énigmatique et contradictoire de l'hystérie en vérifiant l'existence de ce couple d'opposés, un besoin sexuel hypertrophique ubergross et un désaveu du sexuel poussé. Trop loin. L'occasion de tomber malade se présente pour l'hystérique lorsque, par suite de sa propre maturation progressive ou des circonstances extérieures de sa vie, la demande sexuelle objective devient sérieuse pour lui. Entre l'effort pulsionnel et l'action antagoniste du déni sexuel se situe le recours à la maladie. Cela n'apporte pas une solution au conflit, mais une tentative d'y échapper en transformant les aspirations libidinales en symptômes. 43. Le fait qu'un hystérique, par exemple un homme, tombe malade à la suite d'une émotion banale, d'un conflit au centre duquel ne se situe pas l'intérêt sexuel, n'est qu'une apparente exception. Dans de tels cas, la psychanalyse peut régulièrement démontrer que c'est la composante sexuelle du conflit qui a permis de contracter la maladie, supprimant les processus mentaux du processus normal. Névrose et perversion. Une grande partie de l'opposition que mes thèses ont suscitée s'explique par le fait que la sexualité dont je tire les symptômes psychonévrotiques est amenée à coïncider avec la pulsion sexuelle normale. Mais la psychanalyse enseigne encore quelque chose de plus. Elle montre que les symptômes ne naissent nullement uniquement aux dépens de la pulsion sexuelle dite normale, pas, du moins, exclusivement ou majoritairement, mais qu'ils constituent l'expression convertière de pulsions que l'on appellerait perverses. Au plus là tôt, s'ils pouvaient être extériorisés directement, sans diffraction par la conscience, dans des dessins de fantasmes et dans des actions. Par conséquent, les symptômes se forment en partie aux dépens d'une sexualité anormale. La névrose est, pour ainsi dire, le négatif de la perversion. La pulsion sexuelle des psychonévrosés permet de discerner toutes les aberrations que nous avons étudiées plus haut comme variations par rapport à la vie sexuelle normale et comme manifestation de la vie sexuelle pathologique. Dans la vie psychique inconsciente de tous les névrosés, sans exception, il y a des mouvements de retournement, de fixation de la libido chez les personnes du même sexe. Sans une élucidation profonde, il n'est pas possible d'apprécier correctement l'importance de ce facteur pour la configuration du tableau pathologique. Je ne peux que vous assurer que le penchant inconscient à l'inversion ne fait jamais défaut et, en particulier, qu'il rend les plus grands services à l'élucidation de l'hystérie masculine. B. Dans l'inconscient des psychonévrosés, toutes les velléités de transgression anatomique peuvent être recherchées comme génératrices de symptômes, parmi eux, avec une fréquence et une intensité particulières, ceux qui revendiquent le rôle des organes génitaux pour la muqueuse buccale et anale. C. Parmi les formateurs de symptômes des psychonévroses, les pulsions partielles 46 jouent un rôle éminent, qui apparaissent le plus souvent par paires d'opposés. Nous avons déjà pris conscience d'eux en tant que promoteurs de nouvelles finalités sexuelles, la pulsion de plaisir de voir et d'exhibition, et la pulsion de cruauté, configurée activement et passivement. L'apport de ces derniers devient indispensable pour comprendre le caractère douloureux des symptômes, et régit presque régulièrement une partie de la conduite sociale des malades. Par ce lien entre la libido et la cruauté, il y a aussi le passage de l'amour à la haine, des pulsions tendres aux pulsions hostiles, caractéristique de toute une série de cas de névrose et même, semble-t-il, de la paranoïa dans son ensemble. L'intérêt de ces résultats s'accroît encore si l'on tient compte de certaines particularités que présente le matériel factuel. Non. Chaque fois qu'une pulsion de ce genre est découverte dans l'inconscient, susceptible de s'accoupler avec un contraire, en règle générale on peut montrer que ce dernier produit aussi des effets. Ainsi, toute perversion, active, est ici accompagnée de sa contrepartie passive. Celui qui est exhibitionniste dans l'inconscient est en même temps voyeur, celui qui subit les conséquences du refoulement des pulsions sadiques, reçoit un autre supplément à ces symptômes des sources d'une inclination masochiste.
Il est certainement très remarquable l'accord avec le comportement des perversions, positives, correspondantes, mais dans les tableaux pathologiques, l'une ou l'autre des inclinations opposées joue le rôle dominant. 0. Dans un cas plus prononcé de psychonévrose, on retrouve rarement une seule de ces pulsions perverses, le plus souvent, on en retrouve un grand nombre et, en règle générale, des traces de toutes. Cependant, l'intensité de chaque pulsion singulière est indépendante du développement des autres. Sur ce point aussi, l'étude des perversions, positives, nous fournit la contrepartie exacte. Par pulsion, nous ne pouvons comprendre au départ rien d'autre que l'agent psychique représentatif représentant d'une source intrasomatique de stimuli circulant continuellement. Ceci est différent du stimulus, qui est produit par des excitations singulières venant de l'extérieur. Ainsi, la pulsion est l'un des concepts de la délimitation du psychique par rapport au corporel. L'hypothèse la plus simple et la plus évidente sur la nature des pulsions serait celle-ci: en elles-mêmes elles n'ont aucune qualité, mais elles doivent plutôt être considérées uniquement comme une mesure de la demande de travail pour la vie mentale. Ce qui distingue les pulsions les unes des autres et leur confère des propriétés spécifiques, c'est leur relation à leur source somatique et à leur finalité. La source de la pulsion est un processus excitateur au sein d'un organe, et son objectif immédiat est d'annuler ce stimulus d'organe. Une autre hypothèse provisoire de la doctrine des pulsions, que nous ne pouvons omettre ici, se lit comme suit: les organes du corps fournissent des excitations de deux sortes, fondées sur des différences de nature chimique. Nous désignons l'une de ces sortes d'excitation comme spécifiquement sexuelle, et l'organe atteint comme la zone érogène de la pulsion sexuelle partielle qui en découle. Dans le cas des penchants pervers qui revendiquent une valeur sexuelle bedeutin pour la cavité buccale et l'ouverture anale, le rôle de la zone érogène est bien visible. À tous égards, il se comporte comme une partie de l'appareil génital. Dans le cas de l'hystérie, ces parties du corps et les voies muqueuses qui en découlent deviennent le siège de sensations nouvelles et d'altérations de l'innervation et même de processus comparables à l'érection, tout semblables à ceux des vrais organes génitaux sous les excitations des organes génitaux. Processus sexuels normaux. Parmi les psychonévroses, c'est dans l'hystérie que ressort le plus clairement l'importance des zones érogènes comme dispositifs collatéraux et supplétifs des organes génitaux, mais cela n'implique pas d'affirmer qu'elles doivent être sous-estimées dans d'autres formes de maladies. Chez celle-ci, névrose obsessionnelle, paranoïa, elle n'est que moins notoire, puisque la formation des symptômes a lieu dans des régions de l'appareil mental plus éloignées des différents centres qui gouvernent le corps. Dans la névrose obsessionnelle, ce qui frappe le plus, c'est l'importance des pulsions, qui créent de nouveaux buts sexuels et semblent indépendantes des zones érogènes. Or, dans le plaisir de voir et de se montrer, l'œil correspond à une zone érogène, dans le cas de la douleur et de la cruauté en tant que composante de la pulsion sexuelle, c'est la peau qui assume le même rôle, la peau qui, dans certaines parties du corps, s'est différenciée en organe sensoriel et a été modifiée au point constitue une muqueuse, et c'est donc la zone érogène par excellence. Les élucidations précédentes ont peut-être jeté un faux jour sur la sexualité des psychonévrosés. Peut-être ont-ils suggéré qu'en vertu de leur disposition, ils deviennent très proches des méchants dans leur conduite sexuelle, s'éloignant de la normale dans une mesure égale. Or, il est fort possible que la disposition constitutionnelle de ces patients contienne, à côté d'un degré hypertrophique de refoulement sexuel et d'une hyperpuissance de la pulsion sexuelle, une inclination inhabituelle à la perversion au sens le plus large. Cependant, l'investigation des cas plus bénins montre que cette dernière hypothèse n'est pas essentielle, ou qu'au moins dans le jugement sur ses effets pathologiques, l'action d'un autre facteur doit être soustraite. Chez la majorité des psychonévrosés, la maladie n'est contractée qu'après la puberté et sous les exigences d'une vie sexuelle normale. Contre cela, surtout, la répression vise. Ou il se contracte plus tard, lorsque les voies normales de satisfaction de la libido sont frustrées. Dans les deux cas, la libido se comporte comme un courant dont le canal principal est coupé, il comble alors les voies collatérales qui jusqu'alors étaient peut-être restées vides. Ainsi, le penchant apparemment grand des psychonévrosés à la perversion, le penchant négatif,
il est vrai, peut être conditionnée collatéralement, et dans tous les cas, son augmentation doit être collatérale. Le fait est, précisément, qu'il est nécessaire d'aligner la répression sexuelle, en tant que facteur interne, avec des facteurs externes, tels que la restriction de la liberté, l'inaccessibilité de l'objet sexuel normal, les dangers que comporte l'acte sexuel normal, etc., génèrent des perversions chez des individus qui, autrement, auraient pu continuer à être normaux. Dans différents cas de névrose, les proportions peuvent varier en cela, une fois le facteur décisif sera la force innée du penchant pervers, une autre fois son accroissement collatéral par la rétraction de la libido du but et de l'objet sexuel normal. Il serait faux de supposer une opposition là où il existe un lien de coopération. La névrose atteindra toujours ses réalisations maximales lorsque la constitution et l'expérience coopèrent dans le même sens. Une constitution prononcée peut-être se passer de l'appui des impressions vitales, et peut-être une vaste commotion vitale provoquera des névroses même dans une constitution ordinaire. Pour le reste, ces points de vue sont valables de la même manière dans d'autres domaines concernant la signification étiologique du IQ inné et de l'accidentellement vécu. Mais si l'on préfère l'hypothèse qu'une propension particulièrement marquée aux perversions est une des particularités de la constitution psychonévrotique, s'ouvre la perspective de pouvoir distinguer une gamme de telles constitutions selon la prépondérance innée de telle ou telle zone érogène, de cet ou cet autre lecteur partiel. Comme pour tant d'autres dans ce domaine, la question de savoir si la disposition perverse correspond particulièrement au choix de la forme de la maladie n'a pas encore été étudiée. 7. Référence à l'infantilisme de la sexualité. Avec l'étude des mouvements pervers en tant que générateurs de symptômes dans les psychonévroses, nous avons extraordinairement augmenté le nombre d'hommes qui pourraient être qualifiés de pervers. Non seulement les névrosés eux-mêmes constituent une classe très nombreuse, il ne faut pas oublier non plus qu'à partir de toutes les formes de névrose, des séries descendantes peuvent s'établir, sans solution de continuité, jusqu'à la santé. C'est pourquoi Möbius a pu dire, avec raison, que nous sommes tous un peu hystériques. Ainsi, l'extraordinaire diffusion des perversions nous oblige à supposer que leur disposition n'est pas non plus une particularité rare, mais qu'elle doit faire partie de la constitution considérée comme normale. Il est discutable, comme nous l'avons dit, que les perversions remontent à des conditions innées ou naissent, comme Binet le supposait à propos du fétichisme, en vertu d'expériences contingentes. On nous offre maintenant cette résolution du dilemme, à la base des perversions, il y a dans tous les cas quelque chose d'inné, mais quelque chose d'inné chez tous les hommes, même si son intensité fluctue et peut s'accroître avec le temps par des influences vitales. Il s'agit de racines innées de la pulsion sexuelle, données dans la constitution elle-même, qui dans une série de cas, perversions, se développent pour devenir les véritables porteurs de l'activité sexuelle, d'autres fois elles subissent une suffocation insuffisante, répression, à la suite de quoi elles peuvent attirer à elles par le biais de symptômes pathologiques une partie considérable de l'énergie sexuelle, tandis que dans les cas les plus favorisés, situés entre les deux extrêmes, elles permettent, par une restriction effective et quelque autre traitement, la genèse de l'énergie dite normale. Vie sexuelle. Mais il faut aussi se dire que cette construction présumée, la constitution qui porte les germes de toutes les perversions ne peut se retrouver que chez l'enfant, même si en lui toutes les pulsions ne peuvent émerger qu'avec une intensité modérée. On entrevoit ainsi une formule, les névrosés ont conservé l'état infantile de leur sexualité ou y ont été remis. Ainsi, notre intérêt se porte sur la vie sexuelle de l'enfant, nous étudierons le jeu des influences en vertu desquelles le processus de développement de la sexualité infantile aboutit à la perversion, à la névrose ou à la vie sexuelle normale. Fin. Les aberrations sexuelles. Sigmund Freud.